Pour cette campagne 2021-2022, la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher a enregistré 19 260 adhésions qui concernent 15 889 adhérents chasseurs et 3 371 adhérents territoriaux. L'âge moyen des adhérents chasseurs de notre département est de 55 ans et les femmes représentent 3,85% de nos pratiquants. 5 809 chasseurs ont souscrit cette année une validation annuelle pour le Loir-et-Cher, tandis que 9 172 sont titulaires d'une validation nationale, dont 254 nouveaux chasseurs. Enfin, 908 timbres temporaires ont été vendus. Parmi les dispositions entrées en application avec la réforme de la chasse de 2019, la mesure la plus visible pour les chasseurs a été bien sûr l'abaissement du coût du permis national de 400 à 205 €. Mais cette réforme inclut également une redevance d'éco-contribution co-gérée par la Fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité. Une participation de 5 € par chasseur et un abondement de 10 € par l'État permettent de réaliser des actions au profit de la protection et de la reconquête de la biodiversité. Actuellement, l'enveloppe annuelle disponible pour notre département est d'environ 100 000 € et les différents projets sur lesquels nous travaillons sont centralisés par la Fédération régionale des chasseurs du Centre Val-de-Loire. Ils répondent à 5 objectifs. Renforcer la mobilisation et l'engagement du réseau associatif chasse pour la préservation de l'environnement, préserver les espaces protégés et restaurer les trames écologiques vertes et bleues, préserver les espèces chassables et protégées, développer et partager la connaissance sur la faune sauvage et la biodiversité, et enfin améliorer l'information et la communication, l'éducation et la formation à la biodiversité. La préservation et la gestion des milieux naturels sont indispensables pour la faune et font à ce titre partie des missions prioritaires de la Fédération. C'est pour améliorer la capacité d'accueil des milieux que cette dernière a financé au cours de la saison la plantation de 3000 mètres linéaires de haies, soit 6085 plants déployés, la réalisation de 529 hectares de jachères fauniques sur 121 exploitations et de 191 hectares de cultures d'intérêt faunistique et de cultures à gibier sur 91 autres exploitations. Le cahier des charges de nos contrats d'aménagement a par ailleurs été actualisé cette saison pour s'accorder à l'évolution de la réglementation de la politique agricole commune. Et dans le cadre de l'éco-contribution, nous travaillons sur le projet d'Inagrobio piloté par notre fédération régionale. Il s'agit d'une part de sensibiliser les acteurs du monde rural, agriculteurs, propriétaires, élus, citoyens, à la création de partenariats locaux en faveur de bonnes pratiques et d'aménagements favorables à la biodiversité. Et d'autre part, d'amplifier la mise en place d'aménagements tout en cherchant à les optimiser. La Fédération nationale des chasseurs a choisi quelques fédérations, dont la fédération régionale et la nôtre, pour mettre en œuvre un projet de restauration des chemins ruraux baptisé Ecosentia, dans lequel un volet éducation à la nature et communication est également prévu. Avec Ecosentia, il s'agit de dresser un inventaire des chemins ruraux et d'apporter des préconisations de gestion et d'entretien des bords de chemin et d'implantation d'aménagements. Notre fédération travaille par exemple avec la commune de Jaune, sur laquelle des bosquets et des haies ont été plantés. Un mélange favorable aux pollinisateurs et à la faune a été semé sur 10 hectares. 2 nichoirs à rapaces nocturnes, chouette-hulotte et chevêche, ont été installés, dans le but de contribuer au renforcement de la lutte biologique contre les ravageurs de cultures tels les campagnols. Et une matinée de sensibilisation a été réalisée auprès de 28 enfants du centre de loisirs qui ont pu découvrir la diversité des oiseaux de leur village et construire chacun un nichoir pour accueillir les mésanges. La méthanisation permet de transformer des matières organiques en énergie renouvelable. Mais les déchets agricoles n'étant pas toujours suffisants, il est parfois nécessaire de cultiver des couverts pour alimenter les méthaniseurs. Malheureusement, ceux-ci sont broyés en mai, c'est-à-dire en pleine période de reproduction de nombreuses espèces. C'est pourquoi, avec l'appui d'un alternant, nous menons actuellement une étude en partenariat avec un groupement d'agriculteurs mérois pour mieux appréhender le potentiel impact sur la faune sauvage des couverts réalisés pour alimenter le méthaniseur local. Propice au développement d'une grande diversité d'espèces et véritable réservoir de vie,
Les zones humides se caractérisent par une biodiversité importante et l'accueil de nombreuses espèces migratrices et nicheuses. C'est pourquoi, dans le cadre de financement de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de l'éco-contribution, la Fédération a souhaité mettre en œuvre le projet EcoZH 41. Il consiste en la réalisation chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, de travaux de restauration d'étangs basés sur l'arrachage de saules. Ces aménagements, favorables à certaines espèces en déclin qui font l'objet d'une attention particulière, profitent également à la faune et à la flore en général. Notre objectif pour ce projet, réalisé grâce au partenariat établi avec Christophe Bach, animateur Natura 2000, est d'intervenir sur une 50aine d'étangs jusqu'en 2023. Comme vous le savez, nous nous appuyons souvent sur des matériels technologiques innovants pour suivre les espèces et améliorer la collecte de données. Dans le cadre des dossiers d'éco-contribution, c'est un drone qui avait été acquis avec le soutien financier de l'OFB. Cette année, 2 de nos techniciens ont suivi l'exigeante formation de télépilote de drone et ont été reçus à l'examen. En Loir-et-Cher, le cerf élaphe fait l'objet d'un suivi par des techniques indiciaires, indice nocturne au phare et suivi biométrique dans le cadre de la présentation annuelle des trophées. Au cours de celle qui s'est tenue cette année, nous avons expertisé une belle collecte de plus de 830 trophées. Mais avec seulement 4,4% de cerfs de plus de 10 ans, nous constatons que la pyramide des âges se détériore. Pour y faire face, les quotas d'attribution de cerfs seront modifiés sur l'ensemble du département par l'augmentation du volume global d'attribution de cerfs mâles, mais avec un quota de 20% de cerfs de plus de 8 corps contre 25% actuellement. Par ailleurs, nous attribuerons systématiquement un volume d'au moins 50% de biches au cœur des populations. Nous observons avec satisfaction que dans le cadre du plan de chasse grand gibier, sur 5068 grands cervidés attribués, 2837 ont été déclarés prélevés, soit un taux global de réalisation pour l'espèce cerf élaphe de 56%, ce qui représente une hausse de 5 points par rapport à l'an dernier. Les catégories biches et fans cumulées constituent 63% des attributions et plus de 65% des réalisations. Il nous faut tendre durablement vers de tels résultats pour éviter un déséquilibre sexe-ratio. Sur 15 240 bracelets de chevreuil distribués cette saison, 12 677 ont été utilisés pour marquer les individus prélevés, soit un plan de chasse réalisé à 83%, ce qui constitue une baisse de 2 points au regard des réalisations de la précédente campagne de chasse, mais s'inscrit dans la moyenne des 10 dernières années. Au 11 avril, nous avions déjà connaissance de plus de 30 000 sangliers prélevés hors parc et enclos, soit 13% de plus que l'an dernier. Plus que jamais, face aux attaques incessantes de nos opposants à la chasse, il est du devoir des chasseurs d'adopter un comportement responsable et exemplaire pour aller jusqu'au bout de l'acte de chasse. Cette saison, les 25 conducteurs agréés du département ont réalisé 1523 interventions, réparties ainsi 378 contrôles de tir, 534 réussites, 611 échecs. Un grand merci à ces bénévoles dévoués à la cause du grand gibier blessé et merci à tous les chasseurs responsables qui leur font confiance. N'hésitez plus. Appelez. Avant d'évoquer le petit gibier, il est nécessaire de rappeler que les différentes opérations de suivi que nous menons ne pourraient être réalisées sans la participation de quelques 5000 bénévoles. Nous tenons donc à les remercier pour le sérieux et la constance de leur engagement en faveur de la biodiversité de notre département. Fierté de la Fédération et des chasseurs de Loir-et-Cher qui ne ménagent pas leurs efforts depuis 35 ans pour maintenir et développer des espèces de petits gibiers naturels, les effectifs de faisans communs ont permis d'attribuer cette année 12 250 oiseaux, dont 6 228 sont déjà enregistrés prélevés, soit un taux de réalisation de 51%. Le premier plan de chasse faisans communs, instauré en France en 1988, était sur la commune de Lancôme. Depuis lors, du fait du succès de ce dispositif, les zones en plan de chasse augmentent régulièrement en Loir-et-Cher. Et ce sont plus de 205 000 hectares qui étaient en gestion cette saison. L'espèce poursuit donc sa colonisation, avec des populations naturelles en expansion. Précisons que le dénombrement des coqs territoriaux au printemps et l'estimation du rapport des sexes nous permettent d'évaluer
l'effectif reproducteur ou ses variations, alors que les échantillonnages d'été visent à définir l'indice de reproduction. En ce qui concerne le lièvre, 49% des 2686 individus attribués cette année ont été prélevés. L'espèce est suivie au moyen de protocoles permettant d'apprécier ses variations d'abondance. Indice kilométrique d'abondance nocturne, IKA, échantillonnage par point avec un projecteur, battu à blanc, et d'estimer l'âge ratio, jeune adulte, par l'indice biométrique, via la collecte de cristallins en lien avec le réseau lièvre de l'OFB. Ces différents suivis ont révélé une légère augmentation des populations cette année. L'IKA printanier s'établissait ainsi à 8,05 contre 7,5 l'an dernier. Et 28 lièvres ont été dénombrés aux 100 hectares lors des comptages de printemps en battu. Dans le cadre de l'éco-contribution, nous participons au projet régional Éco-Lièvre. Pour mieux comprendre les facteurs qui contribuent au changement, observés depuis 10 ans d'évolution de la dynamique de population de l'espèce. Caractérisation de la reproduction avec fertilité des hases et succès de la reproduction, impact des travaux agricoles, état sanitaire, suivi GPS, sont autant d'éléments mesurés dans ce projet. 386 perdrix sur les 1082 attribués en plan de chasse ont pu être réalisés cette saison, soit 36%. Les comptages de perdrix effectués au printemps 2021 sur près de 400 000 hectares avaient révélé un bon stock de reproducteurs, mais les échantillonnages réalisés au cours de l'été suivant nous ont permis de constater une mauvaise reproduction de la perdrix grise et une reproduction moyenne à bonne selon les zones pour la perdrix rouge. Rappelons que nous gérons des populations naturelles, sans lâcher, alors que les perdrix grises et rouges subissent depuis plusieurs années une forte baisse de leur densité sur leur aire de répartition. Le schéma départemental de gestion cynégétique, qui court jusqu'en 2024, nous a permis de mener une opération de repeuplement avec des souches labellisées. Mais force est de constater que les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Pour autant, le lâcher de tir ne saurait être envisagé comme un recours si l'on veut préserver les derniers spécimens de cette espèce emblématique et promouvoir une chasse éthique et respectueuse. En effet, la chasse ne peut plus s'enfermer dans un conservatisme immuable. Nos pratiques, si elles évoluent par la volonté des chasseurs, sont sous le regard de nos partenaires institutionnels et de la société civile. Nous leur devons des comptes sur le respect du vivant dans nos décisions. Au printemps, le service technique de la Fédération réalise avec les agents de l'OFB des comptages croules, champs des mâles reproducteurs, pour suivre les bécasses susceptibles de se reproduire. En période d'hivernage, nous participons également à des opérations de bagage avec le réseau de l'OFB. Les données collectées grâce au retour de votre bilan territorial ou de votre carnet de prélèvement bécasse contribuent au suivi des populations de l'espèce localement, mais aussi au niveau national. Pour le gibier d'eau, 2 programmes sont mis en œuvre. D'une part, le suivi des fuligules en période de nidification en Sologne, et plus particulièrement, le suivi des causes d'échec d'éclosion, ainsi que le bagage de femelles au nid dans le cadre d'un programme de l'OFB. Et d'autre part, le bagage de fuligules adultes en hivernage et sans doute l'été prochain de canetons. Comme chaque année, en Vallée de la Loire, des bagages de mâles de caille des blés seront réalisés en mai-juin dans le cadre du réseau OFB-FNC, Allodidés, Colombidés et Turdidés. Pour la campagne 2020-2021, les 14 équipages de vénerie qui interviennent sur le blaireau dans notre département avaient déterré 176 individus, essentiellement pendant la période complémentaire qui court du 15 mai au 15 septembre. Nous remercions les équipages du département de nous avoir fourni leur carnet de déterrage, car les données recueillies sont indispensables à la défense de cette activité. Mais l'arrêté préfectoral fixant cette période est régulièrement attaqué. Aussi, il est primordial de nous mobiliser lors des consultations publiques sur les projets d'arrêté, car nos opposants sont très actifs pour le faire. Si nous ne sommes pas aussi offensifs qu'eux, nous pourrions perdre un jour la période complémentaire. Alors mobilisons-nous massivement à chaque consultation. Les passages à animaux sauvages, ou PASS, permettent d'assurer une continuité écologique en préservant des couloirs de déplacement pour la faune. Avec l'appui de stagiaires,
nous effectuons l'analyse de la fréquentation animale et anthropique sur différents tronçons de l'A85. Les observations faites et les données collectées enrichissent nos connaissances des espèces, nous informent sur l'adaptabilité de celles-ci à une perturbation de leur environnement et mettent en évidence la qualité d'entretien de la végétation pour que ces passes demeurent accessibles aux animaux. Un peu moins de 5 mois de collecte cumulés sur 3 passes nous révèlent leur fréquentation par 1550 sangliers vus, 1141 chevreuils, 164 carnivores et 435 passages en activité anthropique qui se déclinent en personnel de Vinci Autoroute, randonneurs, vététistes, cavaliers, quadeurs et chasseurs. C'est là où l'activité anthropique est la plus forte que les passages d'animaux sont les moins fréquents. On peut donc légitimement s'interroger sur le dérangement occasionné par l'homme sur les passages à animaux sauvages. La régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est bien sûr encadrée par le Code de l'environnement. Certaines espèces sont classées sur décision ministérielle, espèces des groupes 1 et 2, alors que d'autres le sont par arrêté préfectoral, espèces du groupe 3. Pour défendre ces classements, il est indispensable, là encore, de produire des données nombreuses et de qualité. Vous comprendrez donc pourquoi il est primordial que vous déclariez chaque année tous vos prélèvements, quel que soit le mode de chasse pratiqué. Il nous faut également connaître les prélèvements par piégeage et destruction, ainsi que les dégâts causés par chaque espèce sur les cultures agricoles, mais aussi sur les biens des particuliers. Pour le pigeon ramier, par exemple, espèce du groupe 3, les données collectées nous permettent d'effectuer une analyse des prélèvements par mode. Ou encore, d'effectuer un suivi des dégâts déclarés pour le lapin de Garenne. Plus vous nous transmettez d'informations avérées et plus nos connaissances globales se complètent et s'affinent. Pour faciliter vos déclarations, l'espace adhérent en ligne vous permet de vous affranchir des coûts et délais postaux. Ce sont d'ailleurs près de 600 adhérents territoriaux qui ont déposé cette année une demande de plan de chasse par Internet, ce qui représente 16% des demandes et 9 points de plus que l'année précédente. Si on compare ce volume aux 47% de chasseurs qui souscrivent leur validation de permis de chasser en ligne, nous avons devant nous un beau potentiel de croissance pour envisager augmenter significativement le nombre d'utilisateurs de notre espace adhérent. La saison 2021-2022 n'est pas terminée en matière de gestion des dégâts, car les expertises sur les prairies se termineront courant juillet, ainsi que celles de certaines cultures spécifiques. Mais on peut déjà annoncer que pour la première fois, nous dépasserons cette saison le 1 million d'euros d'indemnités versées. La flambée du prix des denrées ayant évidemment un impact négatif aggravant sur ce poste de dépense. Pour la protection de parcelles agricoles en zone verte, nous avons créé une nouvelle subvention cette année avec 2 types de conventions. Une pour pose et entretien de clôture et l'autre pour entretien. Le budget global qui y est alloué annuellement est de 30 000 €. Nous indemnisons 200 € du kilomètre pour l'entretien des clôtures et remboursons la facture d'achat par échelonnement sur 5 années. Ces subventions sont attribuées sous condition que la surface détruite ne dépasse pas 3% de la parcelle culturale. Quelques exploitants motivés se sont inscrits dans la démarche. Nous mesurerons sur la durée les effets de cette subvention en faveur d'une protection effective des parcelles concernées. La pandémie de Covid nous a rappelé avec force que 60% des maladies humaines infectieuses actuellement connues sont d'origine animale. Et dans ce contexte, comme sentinelle de la faune sauvage, le chasseur joue un rôle incontestable et nécessaire d'utilité publique. En effet, le suivi sanitaire de la faune sauvage représente un enjeu majeur, à la fois pour la santé humaine bien sûr et celle des espèces, mais aussi pour la protection des biens et de la production économique. C'est pourquoi la Fédération effectue chaque année de nombreux prélèvements qui permettent d'alimenter les bases de données de différents réseaux de surveillance. 30 à 40 prélèvements sont réalisés pour le Sagir et Sylvatube et 100 à 150 pour la Sérothèque nationale. Alors qu'au 8 avril 2022, selon les résultats confirmés par le laboratoire national de référence de l'ANSES, la France compte 1230 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 45 cas en faune sauvage et 22 cas en basse-cour. Nous sommes très attentifs au suivi mené sur des foyers de grippe aviaire dans notre département.
Par ailleurs, nous participons à une étude avec l'OFB sur les mouches plates, et dans le cadre d'une étude que nous menons actuellement sur la maladie d'Ojeski, nous avons réalisé une 50aine de prélèvements spécifiques sur des sangliers. La peste porcine africaine retient bien sûr toute notre attention, alors que des cas de gale importants sur sangliers nous sont rapportés en Sologne, ainsi que la mort de nombreux spécimens. Et si aucun cas de PPA n'a été rapporté à ce jour sur le territoire français, la bonne pression de chasse opérée cette année en Loir-et-Cher ne parvient pas à ramener la population de sangliers à un niveau tenable. Ne jouons pas à un jeu dangereux avec cette espèce, car c'est le pire qui est à craindre. Pour la chasse, bien sûr, mais aussi pour toute la filière porcine française. Le fait d'utiliser des armes de chasse nous confère des responsabilités et des devoirs. La sécurité doit donc demeurer notre incontournable et constante priorité. L'étude que nous avions menée en 2014 sur les ricochets avait démontré que, quelle que soit l'arme et le type de munitions utilisées, ces dernières ricochent à chaque fois. Même le Mirador n'empêche pas les ricochets. Il doit donc être positionné de telle sorte qu'on ne puisse pas tirer dans une direction interdite. Route, voie ferrée, habitation, etc. L'accident survenu dans notre département cette année, et qui a coûté la vie à l'un des nôtres, nous rappelle tragiquement que le plus important est de toujours respecter l'angle de 30 degrés. Pour nous sensibiliser encore davantage à cet impératif de la sécurité, les premières séances de remise à niveau décennale obligatoire ont pu être lancées dès l'été dernier. Elles se tiennent sur notre site de formation de Montrieux en Sologne et à notre siège social de Vineuil. Par ailleurs, nous organisons des séances décentralisées pour des groupes constitués de 20 à 30 chasseurs. Enfin, nous avons ouvert la possibilité de se former en ligne. Cette dernière rencontre peu d'émules pour l'instant, alors que près de 700 chasseurs ont déjà été formés en présentiel dans notre département. Nous remercions par ailleurs le président et les membres du conseil départemental de Loir-et-Cher qui, dans le cadre d'une convention de partenariat sur la sécurité à la chasse, ont subventionné une 30aine de places de formation sur la sécurité, 4000 panneaux de signalisation temporaire et autant d'affiches sur les mesures de sécurité à la chasse. Les contrevenants à la législation sur la chasse peuvent faire l'objet de poursuites et la Fédération n'hésite pas, bien sûr, à se porter partie civile quand c'est nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre de la convention tripartite renouvelée en 2019 par le procureur de la République, l'Office français de la biodiversité et notre fédération, et qui concerne les stages de formation citoyenne cynégétique, des procédures alternatives aux poursuites peuvent être proposées aux contrevenants, telles le suivi d'une séance de formation sur la sécurité à la chasse ou encore au piégeage. D'abord réticents, la plupart des participants reconnaissent ensuite l'intérêt d'une telle mesure. Parce qu'il est nécessaire de partager pour séduire et convaincre, nous attachons une grande importance à la communication et à l'animation. 2 postes dédiés, soit plus de 10% de notre effectif salarié, sont voués au rayonnement de la chasse en Loir-et-Cher. Par ailleurs, la plupart de nos techniciens animent des formations tout au long de l'année pour initier de nouveaux pratiquants et pour développer ou améliorer les compétences de chasseurs confirmés. Ainsi, cette année, près de 1300 participants ont déjà été formés. 244 ont été reçus à l'examen du permis de chasser, soit un taux de réussite de 80%. 19 personnes ont reçu la formation de garde particulier. Plus de 600 chasseurs ont suivi la remise à niveau décennale obligatoire, alors que 120 ont choisi de participer à la journée de formation sur la sécurité à la chasse, incluant la remise à niveau décennale obligatoire. Nous comptons 78 nouveaux piégeurs avec les séances tenues cette année, et 32 chasseurs se sont initiés à l'examen initial du gibier. Pour la formation chasse à l'arc, qui a été suivie par 80 chasseurs au cours de la précédente campagne, 4 séances sont programmées en mai-juin prochain. La formation sur le tir de nuit du renard a réuni 18 participants et par ailleurs 8 chasseurs ont été formés au tir des corvidés. Enfin, 44 filleuls et 69 parrains ont suivi une séance de formation sur la chasse accompagnée. Avec l'appui de chasseurs-piégeurs, nous avons effectué cette année la collecte des données destinées à la réalisation de la prochaine édition de l'Atlas des mammifères de la région Centre-Val de Loire. Réalisée à l'échelle de maille d'environ 3 km sur 3 km, cette collecte permet d'appréhender tous les 10 ans l'évolution de la répartition des espèces suivies. Pour cette 3e édition,
Plusieurs ont été ajoutés afin de répondre à de nouvelles problématiques. Cerf élaphe, sanglier, chevreuil, daim, cercica, mouflon, cerf muntjac et loup. Pour informer les adhérents, les partenaires institutionnels, les élus du Loir-et-Cher comme tout public intéressé, nous communiquons au travers de notre revue, dont 3 exemplaires sont envoyés gratuitement chaque année à plus de 17 000 contacts. Notre site internet, régulièrement mis à jour, est un outil destiné à l'adhérent comme aux curieux qui souhaitent se tenir informés, télécharger des documents ou encore accéder à de nombreuses informations pratiques. Notre présence sur les réseaux sociaux se déploie sur Facebook et Instagram. Certains posts dépassent en nombre de vues celui de nos adhérents, tel par exemple le post sur la capture d'un mâle fuligule morillon en Sologne qui a comptabilisé pas moins de 21 000 vues. Quand on mesure la perte de connaissances et de pratiques de la nature par nos contemporains, on est tenté de chercher à éveiller leur conscience pour qu'ils retrouvent le lien perdu et qu'ils réapprennent la nature pour l'aimer et la protéger. C'est cette mission que porte notre animatrice environnement auprès des scolaires comme du grand public. Animée par sa passion, elle conduit jeunes et aînés par les chemins de traverse pour les guider et faire naître l'émerveillement. Pour l'y aider, de nouveaux outils pédagogiques ont été développés en partenariat avec notre fédération régionale et avec l'appui financier de l'éco-contribution dans le cadre d'un projet éducatif régional établissant les grandes lignes directrices des actions fédérales en matière d'information et d'éducation au développement durable, de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats, ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. Le terrain reste néanmoins la clé de l'éducation à la nature. De ce côté, la Fédération peut compter sur les richesses de ces 2 sites, la Maison de la Chasse et de la Nature à Montrieux et l'espace naturel sensible de Malzenay à Millancey. Grâce au soutien du Conseil départemental de Loir-et-Cher, ce dernier est devenu une vitrine de choix, foulée par plus de 13 000 visiteurs et dont les aménagements pédagogiques offrent un parcours de qualité richement illustré. C'est malgré un contexte sanitaire encore fragile que 112 demi-journées d'animation ont été réalisées, permettant de sensibiliser 1390 jeunes et 400 adultes. On notera également le succès des stages proposés aux jeunes par notre fédération. Enfin, sachez que la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher est une association reconnue d'intérêt général. À ce titre, elle peut recevoir des dons et émettre des reçus fiscaux pour faire profiter ses donateurs d'une réduction fiscale. Nous remercions ceux d'entre vous qui nous ont déjà versé un don. Ce rapport, que vous venez d'entendre, témoigne du travail réalisé sous le pilotage du conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, de la qualité d'engagement des 20 collaborateurs, avec le soutien fidèle des bénévoles chasseurs, responsables du territoire de chasse et sympathisants. Que chacun se sache chaleureusement remercié pour son action en faveur de la chasse.